Bienvenue dans Smart Bourse, votre émission quotidienne sur Bismart pour rester à l'écoute des marchés chaque jour à 17h si vous suivez la grande édition en direct sur Bismart TV. Émission que vous retrouvez chaque soir en replay sur bismart.fr ou encore en podcast sur l'ensemble de vos plateformes préférées. Au sommaire de cette édition ce soir, des marchés qui sont dans l'attente des décisions de banque centrale et en attendant, c'est un statu quo sur le plan des marchés globaux avec des taux qui sont quand même passablement remontés depuis une bonne quinzaine de jours maintenant et même depuis le début de l'année. On a commencé l'année sur le 10 ans américain à moins de 4%. Le 10 ans américain est revenu à plus de 4,30% au moment où on se parle. Du côté des indices actions, là aussi, on est plutôt sur l'idée d'une pause à ce stade sans plus. Le S&P 500 n'a pas monté depuis 2 semaines, même si on voit les marchés américains plutôt bien orientés aujourd'hui. Il y a l'idée quand même d'un coup d'arrêt après plusieurs semaines de hausse assez notable et de record pour la plupart des indices boursiers des économies développées notamment. Du coup, les marchés sont dans l'attente des décisions de banque centrale. Je le disais, la séquence va être intense. Après la Banque centrale européenne qui était la première il y a déjà une dizaine de jours, nous suivrons, ou les marchés suivront dès cette nuit, la nuit prochaine, la décision de la Banque du Japon qui crée pas mal de spéculations. La décision de la Fed attendue mercredi soir. Jeudi sera une journée importante également avec les décisions de la Banque nationale suisse ou encore de la Banque d'Angleterre. Discussion à suivre avec nos invités de Planète Marché dans un instant. La Fed sera évidemment au cœur de l'attention cette semaine. Jérôme Powell estimait fin janvier lors de la précédente réunion que la Réserve fédérale américaine avait besoin d'une plus grande confiance dans le chemin de désinflation encore à parcourir pour revenir à l'objectif de 2%. Est-ce qu'il pourra acter d'une confiance supplémentaire à l'occasion de cette réunion du mois de mars? Ce sera une des questions évidemment que se poseront les investisseurs. La Fed qui mettra à jour ses projections économiques et ses projections en matière de politique monétaire à travers le nuage de points qui rassemble les visions et les projections de chacun des membres du comité de politique monétaire de la Réserve fédérale américaine. À suivre donc mercredi soir. Et puis dans le dernier quart d'heure de Smart Bourse, le quart d'heure thématique, on s'écartera un peu des marchés cotés pour s'intéresser au segment de la tech non cotée. Et ce sont les équipes de Revalia Capital qui seront avec nous en plateau à partir de 17h45. Début de semaine calme donc sur les marchés. Le résumé de cette première séance de la semaine, c'est avec Sybille Aoudjan qui nous accompagne dans Smart Bourse sur Bismart. La bourse de Paris est calme aujourd'hui alors que les investisseurs attendent les différentes décisions des banques centrales, dont la Fed ce mercredi. Wall Street, lui, ouvre en vert avec des valeurs qui progressent comme Alphabet, la maison mère de Google, qui affiche une hausse de plus de 6% en réaction à un article de Bloomberg. Selon le média, Apple négocierait avec Google pour intégrer leur moteur d'intelligence artificielle Gemini au sein de l'iPhone. Nvidia prend 3% dans la journée alors que la multinationale lance sa conférence mondiale sur l'intelligence artificielle destinée aux développeurs. Et Tesla a progressé de plus de 2% après que le constructeur a déclaré qu'il augmenterait le prix de ses modèles Y d'environ 2 000 € dans certains pays européens. Côté CAC 40, Alstom laisse sa place à Accor à partir d'aujourd'hui au sein de l'indice, mais voit tout de même son action s'envoler avec un pic à 10% en début de journée. Ce changement de trajectoire intervient après une recommandation à l'achat de la Deutsche Bank. La banque allemande estime que le pire est désormais derrière pour l'entreprise qui cherche à réduire sa dette. Pour les indicateurs du jour, la Chine a annoncé une hausse de sa production industrielle à 7% en février sur un an, plus élevé que ce qui était prévu par les experts. Le taux d'inflation annuel de la zone euro est confirmé à 2,6% en février 2024 contre 2,8% en janvier. Un an auparavant, il était à 8,5%. À suivre demain la décision de la Bank of Japan. Certains analystes s'attendent à ce que la banque décide de mettre fin à 8 années de taux d'intérêt négatifs. Et puis la Réserve fédérale commence demain sa réunion avec 2 jours consacrés à la définition de la politique monétaire et dont l'annonce serait prévue mercredi. Tendance, mon ami, chaque soir en ouverture de Smart Bourse, les infos clés du jour sur les marchés avec Sybille Aoudjan qui nous accompagne aujourd'hui sur Bismart.
3 invités avec nous chaque soir pour décrypter les mouvements de la planète marché. Marc Riez est avec nous ce soir, directeur général de Vega IM. Bonsoir Marc. Bonsoir Grégoire. Merci d'être là. Merci à Gilles Bazissir de nous accompagner également. Bonsoir Gilles. Bonsoir. Vous êtes le président d'Equity GPS et Eric Turgeman est également à nos côtés. Bonsoir Eric. Bonsoir Grégoire. Ravi de vous retrouver. Vous êtes co-directeur de la gestion collective chez Ophi Invest Asset Management. Séquence Banque Centrale donc, avec la Fed attendue mercredi soir sur sa communication. Eric, je le disais en introduction, précédente réunion de politique monétaire avait lieu les 30 et 31 janvier. À cette occasion, Jérôme Powell nous avait dit que la Fed, le comité de politique monétaire, avait besoin d'une greater confidence, une plus grande confiance dans la capacité de l'inflation à continuer de baisser vers les 2%. Il y a une dizaine de jours devant le Congrès, il nous a dit que le timing n'était pas loin, not far, timing pour baisser évidemment les taux aux États-Unis. Qu'est-ce qu'il peut nous dire de plus cette semaine? Et est-ce qu'il va acter du fait que la Fed peut avoir un peu plus de confiance encore dans la capacité de l'inflation à rejoindre les 2%? À mon avis, pas suffisamment de confiance, parce qu'il n'y a pas de raison de se précipiter. D'abord, la croissance est forte, toujours, ça c'est une surprise. L'inflation régresse, mais reste quand même à des niveaux un peu trop élevés. Donc il n'y a pas de raison. Voilà. La seule raison, c'est qu'ils ont annoncé effectivement depuis quelques mois qu'ils baisseraient. Mais en début d'année, on attendait 7 baisses de taux. Là, je crois qu'on en attend 3. Même peut-être moins. Peut-être même moins. Ouais. Le gros risque, ce serait qu'il n'y en ait aucune. C'est pas notre scénario, mais enfin, à voir. Hein. C'est-à-dire que tant que l'inflation ne rentre pas dans le rang et tant que la croissance est forte, ils peuvent très bien reculer. Donc là, maintenant, on attend juin. C'est pas complètement sûr. Donc voilà. Alors maintenant, ce qui peut se passer, finalement, c'est que ce soit la BCE qui baisse avant la Fed. Ça, c'était pas forcément évident à prévoir. Donc là aussi, il faut attendre. Parce que la Fed ne baisserait pas en juin. Parce que, évidemment, au mois de juin, si on regarde le calendrier des réunions, la BCE, si la BCE et la Fed doivent baisser en juin, la BCE techniquement baissera forcément avant la Fed, puisque sa réunion est avant la Fed. Mais là, c'est dans le cas où vous dites la Fed ne serait pas en position de baisser en juin. Oui, mais ce qu'il y a, c'est que la Fed, elle a été moins affirmative que la BCE dans ses derniers propos. La BCE, clairement, ils ont dit, bon voilà, maintenant, en gros, si on déchiffre, on va baisser en juin. Printemps. Nous disent des poids lourds comme François Villeroy-de-Galhau. Ça sera fin de printemps, début d'été, donc en juin. La Fed, c'est un peu moins clair. Donc normalement, si la BCE maintenant baisse pas, ça serait une mauvaise nouvelle. D'accord. Moi, je pense que la BCE... Mais la Fed a d'une certaine manière, le marché offre à la Fed une espèce de wild card pour continuer peut-être de reporter encore un peu dans le temps le moment où elle déclenche... pardon ? Faut pas que ça dure trop longtemps. Alors voilà, jusqu'où le marché offre cette possibilité à la Fed ? On a vu quand même toute la courbe des taux remonter là maintenant. Hein. On est... le 10 ans, le 2 ans, tout a remonté. Et il y a deux choses. Un, ça sera un peu plus tard que prévu. 2, un peu moins de baisse que prévu en 2024. Et peut-être un atterrissage un peu plus élevé que prévu aussi. Ce qui fait se tendre les parties longues des taux. En Europe aussi d'ailleurs. On commence à se dire que finalement l'inflation, ça risque d'être plutôt 3 à long terme aux États-Unis, un peu plus que 2 en Europe. Et donc un atterrissage de terminal de baisse des taux plus élevé que ce qu'on anticipait en début d'année. Ouais. C'est d'où le repositionnement des taux et des marchés obligataires qui se tendent un petit peu. Et pour les marchés actions, c'est pas un problème? C'est-à-dire passer de... Quand l'inflation était un 10 à 10%, c'était un problème pour tout le monde. Quand l'inflation est à 3, savoir si elle atterrira à 3, à 2,8, à 2,7, à 2,5, c'est un sujet pour les obligataires, mais moins pour les actions. Alors d'abord, plusieurs choses. Les marchés actions, ils ont la valorisation la plus haute quand l'inflation est entre 2 et 3%. Ça, c'est historique. Je rappelle ça. Sur une centaine d'années, on regarde. C'est là que les PE sont plus élevés. Entre 2 et 3%. Donc alors 2, 2,5, 3, c'est pareil. On y est. Alors, les PE, normalement, c'est 20, c'est pas 24, mais bon, ça, on peut en reparler. Ensuite, les marchés actions, ils évoluent toujours. Il y a 3 paramètres, les taux, les bénéfices, la prime de risque. Donc, normalement, ils montent soit quand les taux baissent, soit quand les bénéfices sont revus à la hausse, soit quand la prime de risque diminue. Bon, les taux, ils n'ont pas baissé depuis le début de l'année, les bénéfices n'ont pas été revus à la hausse, globalement. C'est donc la prime de risque qui a baissé. Ouais. Donc, on a des PE qui ont monté, sans que les taux baissent,
ça veut dire que y a optimisme des marchés actions, puisqu'on a maintenant des PE. Sur les résultats passés, on est à 14. Voilà. Bon, ça veut dire qu'il n'y a pas de risque. À voir, ça chacun. Les primes de risque action ne sont pas tout à fait les mêmes qu'on regarde aux États-Unis, en Chine, au Japon ou en Europe aujourd'hui. Mais effectivement, au global, c'est plutôt la prime de risque qui s'est comprimée dans ce mouvement de marché. Comment vous regardez cette séquence banque centrale qui arrive et encore une fois, ce schéma de marché ou même ce schéma macro qui est resté quand même très porteur pour les actifs risqués, Marc. C'est vrai qu'en début d'année, le sujet, c'était de se dire il faut qu'il y ait ces 7 baisses et qu'elles commencent dès le mois de mars, etc. Pas de salut sans 7 baisses de taux commençant dès le mois de mars. Et pour le coup, le marché avait déjà un peu trépigné en janvier en voyant que ça s'éloignait, etc. Donc, une sorte de correction à plat un peu de cette espérance. Et étonnamment, effectivement, après, il s'est mis à admettre l'idée que, somme toute, il y en aurait moins, sans pour autant baisser, voire même en montant. Alors, comme disait justement Eric, jusqu'à quand ? Parce que, effectivement, c'est un crédit qui a été donné, mais qui peut disparaître un jour. C'est un schéma qui a des limites, quand même. C'est un schéma qui a des limites. D'accord. Parce qu'en fait, je pense qu'au début, il s'est dit, finalement, le sens de l'histoire, c'est quand même que ces baisses surviennent à un moment ou à un autre. Donc le fait que ce soit décalé de 3 mois, somme toute, c'est peut-être pas si grave que ça. C'est peut-être juste, il faut être un peu plus patient. Ça remet peut-être pas en cause, pour les actions, le scénario économique. Mais c'est parce qu'il y a plus de croissance, c'est pour la bonne cause. Voilà. C'était un peu pour la bonne cause. C'est ça. Effectivement, l'économie se tenait bien. Bon, finalement, le truc, c'est qu'effectivement, on voit bien que des taux à 5,25, 5,50 aux États-Unis, il y a comme un moment où forcément, ça va pénaliser. Et il y a un moment où forcément, le marché risque de se dire non, mais là, on attend trop longtemps, on est en train de tuer le bébé. Donc, c'est trop haut depuis trop longtemps. C'est ça. Et ça, je ne sais pas à quel moment ça peut survenir, mais c'est un risque qui nous pend un peu au nez, effectivement, surtout dans un contexte, comme le disait Eric, de primes de risque qui, elles, ont été revues à la baisse. Bon. Donc, il ne faudrait quand même pas que cette promesse, parce que quand même, en décembre, souvenons-vous que Jérôme Powell avait été assez assertif sur le fait qu'il allait baisser. Donc là, maintenant, il nous dit qu'il faut avoir plus de preuves, etc. Et c'est vrai que depuis le début de l'année, des preuves supplémentaires, on ne peut pas dire qu'il en ait eu beaucoup. Nous, on regarde beaucoup, par exemple, le chiffre des JOLTS, le chiffre, les ouvertures d'emploi, de postes disponibles, non pourvus, etc. En février, on était encore à 8,8 millions comme en janvier. Donc il n'y a pas eu là-dessus d'avancée majeure. Les hausses de salaire, ça a très légèrement diminué, mais c'est encore à 4,3 sur un an glissant, donc c'est quand même pas mal encore. Le PIB encore à 3,5. Donc c'est vrai qu'on ne peut pas dire qu'il ait de signaux vraiment impératifs. À tel point que le scénario du no lending commence à devenir un peu aveuglant. Donc peut-être. Donc, il ne faudrait pas que cette affaire-là dure trop longtemps quand même, d'autant qu'après on sait qu'à l'automne il y a les élections présidentielles, donc il ne pourra plus bouger. Donc là, ça reporterait vraiment à la toute fin d'année. Je ne suis pas sûr que le marché soit si patient que ça quand même. Ouais. Un des arguments d'ailleurs de ceux qui estiment qu'il faut vraiment rester sur quelque chose de très prudent en matière de baisse de taux, c'est justement les effets de marché, Gilles. C'est-à-dire que depuis le pivot de décembre, Jérôme Powell a quand même entretenu un effet de marché très très fort, très puissant, avec une détente des conditions financières, resserrement des spreads, les marchés actions au plus haut, etc., qui redonne un peu de vent dans les voiles à la croissance et peut-être aussi à l'inflation in fine. En effet, parce que là, vous avez parfaitement raison, la hausse des actions aux États-Unis, indirectement, mais assez puissamment, compte tenu de la financiarisation des marchés financiers, de leur interconnexion, abaisse le coût du capital. Et pas seulement sur la classe action, c'est-à-dire quand on est cher, on peut faire des augmentations de capital, et donc quand on est une entreprise plutôt dilutive, à des niveaux chers, donc voilà, c'est bien pour l'entreprise. Certains démontrent que c'est plus intéressant d'ailleurs de se refinancer via des augmentations de capital aujourd'hui que via de la dette, par exemple. Alors que pendant la période taux zéro, c'était no-brainer, c'était la dette qu'il fallait avoir. Mais justement, c'est un petit peu un signal avancé. Si on a un pipe qui augmente sensiblement en termes de mise sur le marché de nouvelles IPO,
par exemple, c'est historiquement un petit signal contrariant, bien évidemment. C'est pas encore vraiment le cas, mais oui. Pas encore le cas, non, tout à fait, en termes de mise sur le marché effective, mais certains pensent que le pipe se remplit un petit peu, notamment en provenance du private equity, où là, les valorisations sont sensiblement plus élevées. Formellement et apparemment et en apparence. Alors l'autre élément, c'est bien sûr sur juste le spread de taux, le high yield pour simplifier. En fait, les spreads sont encore très bons. Et, encore très bon, alors hyper serré quoi. Ils sont serrés. Oui, c'est ça. Oui, pour les entreprises, voilà. Et laissent entendre encore, donc 12. Il n'y a pas de surcoût de financement exceptionnel en tout cas ou extraordinaire pour ces entreprises. Le fait que est-ce que la politique de la Fed aujourd'hui est si restrictive, merci que cela. Et même la Fed elle-même et Powell lui-même se contredisent de temps en temps un petit peu en la matière. Moi, je trouve d'ailleurs, devant le Sénat, il dit que on est très restrictif et on va commencer à réduire un petit peu. Dans d'autres endroits et à d'autres occasions, il laisse le sujet un petit peu plus ouvert parce que bien sûr le sujet est très compliqué à apprécier précisément, bien sûr. Mais donc, on peut un peu tout dire en ce moment. Et donc, de ce point de vue-là, en effet, nous, dans nos signaux au niveau du monde, on vient de rentrer en termes de valorisation de rating equity GPS agrégé pour le monde global dans le dernier cadran, le cadran le plus cher, le moins favorable. Donc, on est à 2,2 sur 10. Alors, on n'est pas encore à 0 sur 10, mais 2,2 sur 10 historiquement. On passe sous les 2,5. Voilà, on passe sous les 2,5. C'est-à-dire que le marché au minimum est bien pricé, quoi. Et il est bien pricé. Alors, on a encore une petite espérance de gain positive, plus 3% à 3 mois en rythme annualisé, donc c'est pas loin de zéro. Parce qu'on est quand même dans une phase de marché bull. Et nous, on a tendance à trouver malin de respecter les phases, d'abord de les mesurer, pas seulement sur un agrégat, mais sur plein d'agrégats. On en a même jusqu'aux actions, bien sûr. Et à croiser nos ratings fondamentaux avec l'existence d'un sentiment de marché qui, quelque part, est le reflet de flux d'achats et de ventes. Et c'est à la fin, c'est les acheteurs et les vendeurs qui établissent les prix. Et pas seulement la valorisation ou la dynamique des perspectives d'entreprise qu'on essaye d'intégrer aussi. On voit bien, quand on se réfère à des périodes historiques type 99-2000, alors qu'on était déjà très cher, le Nasdaq a pu doubler encore en 12 mois. C'est ça. À un moment où il était déjà très cher. Je ne sais pas si les ratings equity GPS existaient à l'époque, peut-être pas, Gilles, mais j'aurais bien aimé voir la tête des ratings equity GPS. Vous l'avez backtesté ? On les a fabriqués bien sûr, depuis 82. D'accord. Donc on a plein de données là-dessus. Oui, ça nous permet d'étalonner aussi. Donc le sentiment, c'est important quand même. Dans la prise en compte et la mesure de l'espérance de gain qu'on peut avoir. Ça permet d'avoir des approches encore plus discriminantes dans ce qu'on pense des grands indices ou des secteurs ou des régions, voire même des valeurs. Et historiquement, quand le rating était à 2,2, 6 mois plus tard, on était plus bas sur le marché. Très bien, merci de la question. Historiquement, quand on était à ce niveau-là de rating, précisément, et en marché boule, la performance était encore légèrement positive. D'accord. Mais en moyenne. Et la moyenne, on intègre aussi des plus fortes hausses et des plus fortes baisses qui ne sont pas tout à fait des drawdowns, mais la logique, c'est une logique de drawdown. Et on est dans une case aujourd'hui de notre matrice où, en effet, le risque commence à devenir élevé. C'est-à-dire que la pire performance historique obtenue quand on était dans cette case de matrice, c'était quand même moins 16%. Sur un grand marché mondial. Et ça, moins 16, c'est douloureux à supporter. C'est une vraie correction, quoi. C'est une vraie correction. Voilà. Est-ce que la tech américaine, notamment, peut être encore plus chère que ce qu'elle est aujourd'hui ? Eric ? Mais le problème, c'est que on revient à 99. Ça dépend ce qu'on appelle la tech. Nvidia n'est
pas si cher que ça. Non. Elle a beau faire 100% de hausse, ses bénéfices en font autant. Donc, le top 10 US est à 28 de PE forward. Mais oui, à un moment donné, elle est à 40, donc on se dit 40 c'est cher, et puis les résultats sont tellement élevés qu'on se dit finalement on croyait la payer 40, on la paye 30 fois. Donc, je ne dis pas que ça peut durer éternellement, mais ce n'est pas une valeur qui est spécialement chère. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, comme en 99, à chaque fois, il suffit de s'appeler AI quelque part pour monter, comme quand on s'appelait .com en 2000. Ça attire les investisseurs. Ouais. N'importe quelle valeur du CAC 40 qui dirait on a de l'intelligence artificielle, paf, 5% en bourse. Ça, c'est dangereux, parce que tout le monde n'est pas intelligence artificielle, tout le monde ne va pas gagner. Donc, dans les techs, comme on dit aux États-Unis, il faut faire attention, tout le monde n'est pas Nvidia. Et quelque part, le risque, il est là. Alors, il y a des passagers clandestins peut-être derrière Nvidia. Oui, bien sûr. Voilà. Donc, à un moment donné, on les démasque. Et voilà. Ce qui pourrait faire du mal à la tech, c'est si Nvidia, justement, avait un accident. Parce que là, en read across, tout le monde partirait. C'est systémique, là, aujourd'hui, Nvidia. Voilà, donc il faut faire attention à ça. Et on parlait des 7 magnifiques, là, qui avaient emmené la bourse très haut. Les 7, ils sont plus que 6, parce que Tesla, c'est moins 50% en 2 ans. Ouais. On s'en rend pas compte, on continue à croire que Tesla... En 2 ans, là, sur 2 ans, c'est moins 30 depuis le 1er janvier. Ça, j'avais ça en tête, mais j'avais pas moins 50 en 2 ans. C'est pas rien, c'est un crack. Donc, on continue à la mettre dans les dans le même panier. Ouais. L'autre, c'est Apple qui a un peu décroché aussi, effectivement. Voilà, donc, bon, voilà, attention. Mais d'ailleurs, les marchés, quand on essaie de retracer le S&P moins les 7, bon, c'est la moitié de la hausse. C'est-à-dire qu'en fait, on a 7 valeurs qui font la moitié de la hausse du S&P. Et en euros, bon, on parlait moins de ça en zone euro, mais en zone euro, si on enlève les ASML, Adyen, le Luxe, Ferrari, etc. Novo Nordisk. Novo Nordisk. Qui n'est pas en zone euro. Qui n'est pas en zone euro, mais en Europe. C'est aussi la moitié de la hausse. C'est-à-dire que tous ces indices, en dehors des stars, ils ne montent pas de 10%, ils montent de 2, 3. D'ailleurs, le Dow Jones... Bon, ça paraît ringard, mais enfin, c'est encore l'indice le plus connu qu'on entend sur les radios. Il fait 3 depuis le début de l'année. Ouais. Donc, voilà, tout n'est pas tiré. Et c'est vrai que c'est la tech qui a tiré, parce que l'intelligence artificielle, c'est pas une chimère, c'est réel. Non, ça semble être, assez réel pour certaines grandes entreprises aujourd'hui. Ce qui me semble, Marc, en fait, c'est que... Est-ce que la bonne tech peut être plus chère ? Et autrement dit, est-ce qu'il y a de la... Est-ce que c'est... peut aller plus haut. Alors, oui. Et dans le même temps, est-ce qu'on est payé pour être diversifié Est-ce qu'on est récompensé pour être diversifié en dehors de ces granolas, cette magnifique Bien sûr. Alors, on est diversifié. Après, forcément, c'est vrai que la diversification, mais est-ce que ça paye ? Pour le coup, elle a un coût. Parce que là, pour l'instant, on investit dans la diversification. J'aime bien cette idée. On investit dans la diversification. C'est un peu comme acheter une prime d'assurance. Ça n'a pas encore... D'accord. Il faut quand même payer la prime. Donc là, c'est un peu ce qui se passe. Très intéressant. Mais ce qui me semble à moi, c'est qu'il n'y a pas eu de vraie capitulation des baissiers pour l'instant. Et c'est ça qui me laisse à penser qu'on n'est peut-être pas complètement tout à fait en haut. Alors, il y a un certain nombre de gens qui ont raté le coche depuis octobre, qui, ça y est, commencent à dire maintenant, ça va monter. Il était temps. Bon. Et ça, c'est toujours un peu inquiétant. Mais très souvent, quand on a des mouvements de hausse comme ça, il y a une espèce d'explosion finale, un peu comme dans les feux d'artifice, de bouquet final. Ouais. Et il me semble qu'on n'a pas encore eu vraiment ce bouquet final de la hausse où les gens qui ont tout raté viennent acheter par désespoir. Et alors là, par contre, quand il y a eu ça, en général, il faut vraiment pas... Ça, c'est le Nasdaq qui double entre 99 et mars 2000. C'est un côté un peu exponentiel, vertical qui se met en place. À la fin d'un mouvement haussier. Et c'est vrai que quand on regarde le graphe, on voit que ça se dessine, mais on n'a peut-être pas encore eu complètement l'explosion haussière d'une fin de mouvement. Ce qui est d'autant plus intéressant, c'est que le rallye de fin d'année se fait sur des motivations très différentes du rallye qu'on a connu en 2024. Ah oui. Fin d'année, j'allais dire, c'est un rallye plutôt pessimiste. Oui, c'est ça. Voilà. C'est, les bad news sont des bonnes nouvelles. Si ça se dégrade sur le plan de l'activité, la Fed baissera vite ses taux et donc je revalorise ma partie action. Depuis février, et là, le schéma est très très différent. Donc même ceux qui étaient dans le bull run de fin d'année, est-ce qu'ils sont encore dans l'idée qu'il faut rester aujourd'hui parce que les taux remontent, quoi. Ils ont espéré en janvier, justement, qu'ils allaient être gagnants puisque ils voyaient que l'espoir de baisse des taux s'éloignait. Donc ils ont eu un petit mois de répit et de satisfaction. Et puis là, depuis début février, avec la nouvelle, dans un nouveau régime, que ce soit aussi la hausse des marchés d'actions, je pense que
pas mal de gens doivent se pendre quand même. Parce moi, je me souviens quand même qu'il y avait beaucoup de gens baissiers bien sûr. L'année dernière. Et depuis 2 ans. Quand on tenait un discours un peu optimiste, on passait vraiment pour un gros charlatan. Ça fait 2 ans que la surprise, c'est la croissance plus que l'inflation. En tout cas en 2023. Et le point, pour illustrer votre point, sont les équipes économiques de Vanguard aujourd'hui, des mastodontes de la gestion d'actifs aux États-Unis. Voilà, ils révisent leur call. Ils étaient à 0,5 de croissance 2024 aux États-Unis. Ils passent directement à 2. Voilà. Ça, c'est une capitulation, d'une équipe de recherche économique qui se laisse abattre par la situation. Et on était à 0,5, on est à 2. Et ça, c'est pas neutre, parce que. Non. Ça veut dire que derrière, il y a des décisions qui sont prises, j'imagine. Oui, et puis non, mais le fait de relever la croissance américaine relève la croissance mondiale, surtout que la Chine tombe mais s'écroule pas. Et là, on est à nouveau dans une croissance mondiale qui devrait tourner autour de 3%, et plus 2,5% comme on pensait encore. Et à 3%, les bénéfices en Europe ne baissent pas d'une année sur l'autre. Ça, c'est pareil, ça marche depuis 35 ans. Donc, ce qui pouvait laisser penser qu'on aurait donc une baisse des bénéfices et donc que le PE devait s'ajuster, fait que à 3%, on monte pas. Il ne faut pas compter sur ça, en tout cas pas en 2024. D'où l'absence d'explosion des taux, et puis comme la géopolitique, tout le monde s'en fout, ça c'est pour l'instant. C'est pas ça. On en a vu les limites. Non, mais il peut se passer n'importe quoi. On peut parler de nucléaire, de tout, les marchés, rien à faire. On ne devrait pas normalement avoir une prime de risque qui diminue quand on a comme ça un contexte géopolitique qui se tend aussi, autant. Or, la prime de risque diminue. Donc, tout ça pour dire qu'une croissance à 3, il y a moins de risques sur les bénéfices. Bien sûr. Et c'est ce qui porte les marchés, en dépit des quelques soubresauts des taux, parce que personne ne considère qu'il y aura un crack obligataire. C'est juste qu'on recule l'échéance. Personne aujourd'hui dit que le 10 ans allemand va aller à 3%. Il a été, oui, voilà, c'est ça, réellement. Tout ce qu'on dit, c'est ils vont retarder, pas tout de suite, mais personne n'imagine. Là, en revanche, il y avait une surprise, là, ça pourrait effectivement. Mais là, pour le coup, personne n'anticipe ça. C'est ça. 2,50 sur le 10 ans allemand, ok, tant que c'est pas 3. 4,30, 35 sur le 10 ans américain, ok, tant que c'est pas 5. Voilà. C'est ça. Là, à ce niveau-là, il y aurait des réajustements un peu plus marqués, y compris sur les actifs risqués. Moi, je ne crois pas que la géopolitique laisse les marchés indifférents, parce que face à la géopolitique, il y a des politiques budgétaires très proactives sur des questions, des sujets, des enjeux de souveraineté, de transition, etc., qui viennent aussi en compensation des disruptions ou des frictions géopolitiques qu'on peut avoir. Qui viennent augmenter la dette. Non, mais je ne dis pas que c'est neutre. Et normalement, on devrait faire monter les taux. Normalement. Voilà. Donc la géopolitique, je ne pense pas que ça soit quand même bénéfique. Mais je ne dis pas que c'est un soutien. Mais pour l'instant, les marchés n'en tiennent pas compte parce qu'il n'y a pas d'impact sur les résultats des sociétés. Alors il y a les outils qui obligent les bateaux à faire le tour de l'Afrique. Ça renchérit un petit peu le délai, commerce, c'est ça. Mais il n'y a pas de conséquences. Non. Je crois qu'on a tous, en fait, tellement surréagi certaines fois dans le passé à des nouvelles géopolitiques pour s'apercevoir quelques jours après que finalement c'était déjà oublié, voilà. Parce qu'il y a pas on est tous un peu mitridatisés en fait par ça. Moi je vois quand il y a eu Fukushima, c'était la catastrophe, 3 jours après, le marché était repassé au-dessus déjà. C'était pas le même effet. On peut pas dire l'invasion de l'Ukraine par la Russie le 24 février, on peut pas dire que ça n'a pas eu d'impact. Ça a peut-être même pas longtemps. Pas longtemps. On n'en parle plus beaucoup, dans les médias, etc. Parce qu'il n'y a pas d'impact. Ce qui a fait peur à ce moment-là, c'était le prix du gaz. Ça a eu des impacts sur le prix de l'énergie, sur le coût de financement des États. C'est des impacts qui se sont quand même diffusés dans le temps. Les banques souvenez-vous qu'on ne pouvait plus chauffer en hiver, etc. Tout ça s'est tombé à l'eau. Ils ont retrouvé du gaz, on ne sait pas comment, mais ils l'ont acheté. C'est le même, de toute façon. Voilà. C'est juste qu'il fait un tour de plus. Mais face à ça, vous dites, il y a des politiques budgétaires qui sont venues compenser ce risque géopolitique avec... En creusant les déficits. Par voie de conséquence, des déficits et un endettement qui s'est creusé. Et on le voit sur certains secteurs ou alors sur certains pays. Parce que les pays émergents très dépendants d'importation de céréales ou d'énergie, parce que leur population aurait explosé sur les 50 dernières années, eux, ils souffrent.
Un exemple, c'est la dévaluation de la livre égyptienne. Ouais. Oui. L'Égypte, c'est 100 millions d'habitants. Qui vit sur une, entre guillemets, île géographique dans 2 kilomètres autour du Nil, qui lui-même avec une problématique de guerre de l'eau potentielle entre les pays en amont et l'Égypte. Et de qualité également, à moyen terme, de cette eau également. Donc on le voit quand même. Là, c'était de mémoire, moins 50% sur la livre turque, sur la livre égyptienne, pardon. Et puis une hausse des taux, en plus, une hausse des taux courts. Donc là, ça reste local, ça reste spécifique. Oui, c'est pas les marchés globaux qui sont mais ça veut inquiets. Ça veut dire qu'on a une situation quand même sociale qui va se tendre. Donc là, est-ce que c'est cohérent avec une prime de risque générale qui baisse ? Voilà. Donc là, et l'endettement, c'est des taux plus élevés ou pas forcément Alors, l'endettement des pays du monde en général, en tout cas pour la sphère publique, mais la sphère privée est également un petit sujet, mais pour la sphère publique, ça va devenir un très gros sujet, car on vient, après 50 ans de baisse des taux longs, donc de non-sanction, en fait, à laisser filer le déficit, parce que la charge de la dette. La vraie mesure, c'est la charge de la dette, à la fin. Mais quand on est passé par zéro, et que ça a été très bien télégraphié par les banquiers centraux qu'on allait remonter, très fort, que les États d'une part et les entreprises d'autre part ont eu le temps, voire même peut-être les particuliers, mais plus les États et les entreprises, ont eu vraiment le temps de rationaliser tout ça, de rationaliser leurs dettes et de maximiser les refinancements à zéro. Et donc, comme ils remontent maintenant, cette remontée, elle devient de plus en plus importante. Et j'en veux pour preuve le rapport 2024 de la Cour des comptes. Oui. En France, qui a encore une tonalité plus grave que les précédents, qui a donné, à mon sens, également comme conséquence beaucoup de sorties médiatiques du président de la Cour des comptes, qui a alerté de façon encore plus grave que d'habitude, plus solennelle. Et puis les diverses projections du déficit budgétaire français, et qui d'ailleurs, à mon sens, continue d'être très mal, très mal mesuré et apprécié, parce que c'est un déficit budgétaire, ça ne se compare pas à un PNB. Oui. Ça se compare à des recettes. Oui. Voilà. Les recettes. Oui. Donc le déficit budgétaire français, c'est 32% des recettes cette année. D'accord. Et non pas. D'accord. C'est là où le déficit budgétaire américain, par exemple, est moins grave que le déficit budgétaire français. Non, il n'est pas moins grave. Il est similaire en termes de tendance et d'évolution. Et d'ailleurs, il est encore plus immaîtrisé. Ouais. Mais ils ont 3% de croissance, quoi. Voilà. Mais ça ne veut pas dire que la capacité à imposer plus que les pays européens ont quasiment mangé. Oui. Exact. Exact. Et donc il y a une généralité là qui est pas très favorable à moyen terme. Et mais la bonne nouvelle, c'est qu'au sein de cette photo qui pose problème, on a quand même un nombre de pays importants qui représentent à peu près, selon nos calculs, une 22% de la capitalisation boursière mondiale, qui ont des finances publiques saines, et le reste qui va avec. Et donc mais on attire l'attention de nos clients là-dessus. Et y compris dans la sphère émergente, on trouve des pays beaucoup moins fragiles qu'il y a 15 ans. Complètement. On a fait l'analyse d'ailleurs AAA+, également sur le monde émergent. Nos grands clients nous l'avaient demandé. Ouais. Où est-ce qu'on a envie d'être diversifié ? Là, j'aime bien votre idée d'investir dans la diversification. Dans quel type de diversification on investit ? Est-ce qu'on a envie de descendre un peu en taille d'entreprise, de capitalisation ? Est-ce qu'on a envie d'aller voir au large dans la sphère émergente ? C'est quoi la diversification qui vous intéresse aujourd'hui, Marc ? Aujourd'hui, c'est de se dire, il y a un noyau d'entreprise qui a été le leader un peu du rebond, de la hausse, qui déjà a fait ce mouvement. Et puis, beaucoup d'entreprises qui sont restées un peu sur le bord de la route, en fait, qui n'ont pas beaucoup monté, qui ne sont pas beaucoup appréciées. Donc, peut-être aller chercher dans celles qui ont un peu traîné jusqu'à maintenant, une sorte de relais, finalement, de hausse pour la suite. Alors, c'est vrai de dire, notamment, que les entreprises de taille plus petite
globalement, sans aller faire du stock picking ensuite, qu'il faudra faire, mais déjà les entreprises de taille plus petite sont certainement des candidats à cette diversification dont on parlait. C'est un bon univers. C'est un bon univers. Par exemple, on est allé chercher dans le Nasdaq le deuxième tiers des entreprises qui, lui, recense quand même pas mal de modèles de qualité et qui ont pour l'instant très peu bénéficié de la hausse des marchés. Donc, et passer à ces entreprises de rang 2, si je reprends votre image, c'est un peu ça ne se fait pas au détriment de la qualité. Alors, ça se fait au détriment de la force de la position concurrentielle mondiale quand même. C'est-à-dire que si vous voulez, un Google, un Amazon, bon, c'est quand même des gens qui, qui sont à part. Position, oui. voilà, c'est pas l'entreprise lambda. Bon. Donc si, c'est quand même au détriment d'une certaine forme de puissance et de part de marché, d'incontournabilité, donc de qualité. Oui. Ouais. Mais après, il y a aussi, est-ce qu'une entreprise d'une deuxième qualité vaut la moitié d'une première ou 30% moins, voilà. Donc il y a quand même un petit truc à jouer. Une valeur, sur le fait que y a des chevaux qui sont partis, qui ont caracolé, et puis derrière il y a un peloton, et que dans ce peloton, les meilleurs du peloton ont quand même un intérêt, s'ils n'ont pas fait encore l'échappée. Pour donner une image qui plaira beaucoup à M. Turgeman, car je ne suis jamais monté sur un vélo. Donc... Le peloton et les échappées, bien sûr. Eric, oui, dans cette idée de la diversification, qu'est-ce qu'on a envie de mettre à côté ou en face de la tech US? J'imagine que c'est incontournable dans une stratégie, dans un fonds action aujourd'hui. Il faut être positionné sur ce segment-là, mais qu'est-ce qu'on a envie de mettre à côté? C'est incontournable parce que vous êtes mesuré en permanence. C'est pour ça que c'est incontournable. Oui. Un particulier qui n'a pas de compte à rendre, il a intérêt à diversifier, peu importe le court terme. S'il a un portefeuille de 50 valeurs, il va mettre 2% dans chacune des lignes. Mais aujourd'hui, si vous avez 2% dans chacune des lignes en Europe ou aux États-Unis, vous ne faites pas le marché. Défoncez. Ah oui, vous ne faites pas le marché. Voilà. Et au bout de 6 mois, vous êtes 8 ou 9% derrière l'indice. Et on vous demande pourquoi vous n'aviez pas les 11% de LVMH, si tant est que ça soit autorisé, ou les 40% des 7 ou 8 tech. Ouais. C'est vrai que dans les fonds UCITS, on a quand même quelques limites. On ne peut pas dépasser. On a quelques limites. Et puis même, indépendamment des ratios, un gérant normalement constitué, il a envie de diversifier, de faire des lignes de 3%, 4% maximum. Ouais. Bon. C'est ce que j'ai envie de recommander. Mais encore, si vous avez encore 6 mois tirés par une dizaine de valeurs, c'est intenable. Ouais. Quand vous avez des comptes à rendre à vos conseils d'administration, c'est intenable. Mais moi, je ne trouve pas sain du tout de tout mettre dans le même panier. On parlait de mars, c'est le 10 mars 2000 que ça a explosé. Oui. Et on parlait du feu d'artifice final. Feu d'artifice final en Europe, c'était l'introduction en bourse de Wanadoo par France Télécom. Ce jour-là, elle avait pris 20%. Et elle faisait 20% du CAC. Donc elle seule... France Télécom faisait 20%, ça s'appelait France Télécom. Oui, bien sûr, j'ai connu France Télécom. Oui. Si j'aime que ça. 20% du CAC, elle prend 20%, ça fait 4%. Donc celui qui n'en a pas du tout, il prend 400 points de base dans la journée. Bon, personne n'en avait pas, mais personne n'en avait 20 non plus. Bon, voilà. Les 219 euros. 219 francs. Absolument, c'était arrivé à ce niveau. Euro. C'était déjà en euros, peut-être. Euro. 219 euros, il était déjà en euros. Depuis 98. Donc voilà, alors après les mid-cap... Mais quand on réfléchit à la diversification, où est-ce que vous voyez des segments de marché qui sont les meilleurs candidats pour une revalorisation ou un rattrapage d'une certaine manière? Non, mais c'est ce que disait Marc. Dans toute l'économie dite maintenant, je ne sais pas comment on l'appelle, enfin les non-tech, ils ne vont pas rester comme ça sur le bord de la route éternellement. Donc soit effectivement, il y a finalement de la croissance, il y a la croissance mondiale, etc. Et toutes ces boîtes industrielles, voire financières, à un moment donné, ne vont pas rester à 5 ou 6 fois les bénéfices. Il y a encore pas mal de valeurs qui sont à 5, 6, 7 fois les bénéfices. Et des très belles parfois. Et des très belles, bon. Soit, effectivement, ça finit mal et il y a une grosse correction. Et là, effectivement, elles vont corriger. Mais enfin, au point où elles en sont, c'est un peu investissement value, mais... il y a trop d'écart. Je trouve qu'il y a trop d'écart. On voit les prémices d'une résorption de ces écarts ou pas? Parce qu'on a tout un narratif sur la croissance plus solide, meilleure, les États-Unis, etc. Je me dis, c'est quand même bizarre à un moment que le marché, a commencé par le marché action, qui est quand même plutôt optimiste, avec la capacité de se projeter sur des belles histoires, etc., voit pas
dans cette partie-là du marché l'idée qu'il y a un cycle qui s'améliore et que ça doit donc payer, quoi. Je suis peut-être un peu utopiste encore, mais à un moment donné, on était nombreux autour de la table à se dire c'est pas normal que Tesla vaille l'ensemble des constructeurs auto, oui. C'est pas normal. Bon, et puis on le disait, puis le mois suivant, c'était encore plus de 10% de Tesla, ça continuait. Puis à un moment donné, ça se corrige. Voilà, donc, ça s'est corrigé quand même. Ça s'est corrigé, donc voilà, mais... Enfin, Stellantis se paye toujours moins de 5 fois, quoi. Oui. Et Renault, pareil, quoi, ou j'en sais rien. Enfin, je veux dire, le statut de ces boîtes-là n'a pas changé, quoi. Oui, mais ça grimpe. C'est ça. Elles se payent moins de 5 fois, mais comme les bénéfices sont là, elles montent au monde. Oui, le prix monte. Le prix monte, je suis d'accord. Donc voilà, les mid-cap, le problème c'est que les investisseurs délaissent les mid-cap parce qu'il y a un problème de liquidité aussi, et ils se disent on veut participer à la fête, mais le jour où ça va mal, on va être les premiers à pouvoir sortir rapidement. Donc c'est pour ça que c'est concentré sur les méga-caps, quoi. Ouais. Ce qui veut dire qu'il y a... Il n'y a pas une confiance non plus délirante, quoi. Il n'y a pas une confiance absolue. Ce que je veux dire. C'est pas le bull market full risk on, quoi. Il y a pas. Non, c'est surtout que je veux pas être à l'écart du bull market. Ça monte, je vais être dedans, et puis voilà. Mais tout n'a pas participé encore à la fête. Gilles, sur cette idée de diversification, là, je pense que les ratings Equity GPS nous donnent des pistes intéressantes. Pour un rating mondial, je le rappelle, à 2,2, voilà, c'est pas... Et un rating américain, 1,5. Voilà, 1,5. Sur les États-Unis. Donc là, on a des espérances de gains devant nous qui sont quand même considérablement réduites, j'imagine. Plus exactement, alors c'est le potentiel de risque. D'accord. Parce que... on parle beaucoup d'espérance de gain sur les marchés actions, mais la notion de risque est élevée. Et là, on commence à rentrer dans des zones où c'est pas encore des espérances de gain négatives, de pertes. Mais là, on accroît historiquement, le risque s'est accru et le risque de drawdown s'est accru dans ces parages-là. On est pressé pour la perfection, quoi, un peu. Voilà, c'est une façon de le dire. C'est une façon de le dire. Et la perfection, donc ces espoirs peuvent durer. Mais voilà. Donc, mais pour se diversifier, nous, on a vraiment une anomalie sectorielle mondiale à l'heure actuelle sur la santé. Et qui serait, avec plutôt un bon rating, une espérance de gain élevée. Également un marché à deux vitesses dans ce secteur-là, avec beaucoup de cash cow qui valent pas grand-chose, mais qui ont du mal à renouveler leur chiffre d'affaires et leurs espoirs de leur croissance potentielle. Et en effet, pas mal de valeurs qui sont très très chères, avec des taux de croissance fantastiques, qui peuvent rester très cher longtemps, tant que la croissance est là, mais on en a quand même au milieu ou en haut à droite ou en package, je dirais, en portefeuille, et c'est là où la notion de portefeuille est importante pour mitiger le risque. Mais au global, on a ce secteur qui vraiment ressort très, très clairement. Très favorablement, Ce qui serait également assez cohérent historiquement avec une hypothèse de marché qui ne continue pas de monter de façon incroyable à l'avenir. C'est quand même un pari raisonnablement défensif quand même. Mais nous, on l'observe en bottom-up, à partir de nos ratings et non pas d'une construction intellectuelle donnée. Non, mais c'est intéressant, il y a quelque chose de défensif quand même dans ce rallye action, en tout cas concentré vers des certitudes du moment, que ce soit l'IA ou des grandes valeurs, des large caps, etc. Tiens, ça m'amène peut-être à vous poser cette question, Marc. Comment vous expliquez que l'or et le Bitcoin soient des niveaux records en ce moment dans un contexte qu'on a décrit comme plutôt favorable pour les actifs risqués ? Alors, dans le cas du Bitcoin, vous avez vu qu'il y a une très forte corrélation avec les valeurs de la tech. Puisque il y a eu cette fameuse correction du Bitcoin à partir de octobre-novembre 2021 jusqu'au moment où les taux étaient au plus haut, donc en octobre 2023. Et donc, il est très très corrélé à du Google, de l'Amazon, le Nasdaq en général, etc. La crème du Nasdaq. Alors, on voit bien dans cette corrélation l'idée sensibilité au taux d'intérêt, parce que c'est sûr que lui ne donne pas d'intérêt. Donc, si les obligues en donnent 5, comme le 10 ans américain il y a quelques mois, on se prive quand même de 5% par an de rendement en étant sur du Bitcoin, donc ça peut justifier que dans ces phases-là, il baisse et qu'à contrario, quand il attend que les taux baissent, il remonte. Mais là, c'est vraiment disproportionné. Parce que, pour le coup,
on se prive encore quand même de 4 et quelques que donne le 10 ans américain, du 4,30 du 10 ans américain. Donc. Mais en tout cas, il y a cette corrélation qui est très très forte, donc ça peut s'expliquer. Sur l'or, c'est un peu plus compliqué à comprendre, parce que les matières premières dans leur ensemble, c'est quand même le pire secteur boursier de l'année, ça perd 10%, les valeurs minières cotées depuis le début de l'année, c'est le plus mauvais secteur, voilà. Et donc, qu'est-ce qui se passe sur l'or ? C'est un marché qui n'est pas toujours simple à comprendre. On peut deviner qu'il y a derrière ça quelques acheteurs quand même. Alors, est-ce que c'est des banques centrales ? Elles sont acheteurs par nature, oui. Acheteuses par nature. Parce que finalement, la jeune génération qui a envie d'avoir du Bitcoin, elle ne va pas tellement acheter de l'or. Ça fait un peu papy-mougeot d'acheter de l'or. C'est vraiment, c'est pas très sexy, quoi. C'est pas générationnel. Donc là, cette corrélation entre le Bitcoin, à part le fait que ça puisse être une défiance vis-à-vis du dollar, de la monnaie en général, je vois pas tellement d'autres explications. On peut se dire le dollar, la monnaie en général, voilà, c'est de la monnaie de les banques centrales laisseront filer l'inflation de voilà, 2%. Oui, il y a une dédollarisation quelque part. C'est comme ça que j'interprète. Parce que fondamentalement, l'or, les taux réels ne baissent pas. Non, ils ont même remonté depuis 15 jours. Logiquement, c'est ça qui est marquant. L'or devrait baisser, c'est pas le cas. D'accord. Alors après, quand même, juste pour remettre en perspective, l'or en 2011, ça valait 1800. Hein. Donc, on est à 2000, on a fait quoi, 2002 ? Oui, c'est énorme. Oui. C'est pas énorme. Oui, il fallait mieux être en action. Oui, en 2011. Oui, en 2011. En 2011. Et même 300, sur des obligations. Bon, voilà. Mais moi, je pense que c'est ça la raison, quoi. Enfin, c'est par rapport aux monnaies, c'est une alternative. Moi, le Bitcoin, je suis incapable de donner un prix, donc. Je ne sais pas, mais enfin, effectivement, c'est ce que disait Marc. Hein, c'est générationnel, c'est vraiment... Ouais, générationnel, l'or monte aussi. Avec les ETF Bitcoin aujourd'hui à Wall Street, ça devient aussi une forme d'institutionnalisation de ces actifs. Hein. Ouais. Mais il n'y a pas que le Bitcoin dans les cryptos, il y en a... Non. Un nombre incroyable. Je crois que le complexe crypto, d'ailleurs, n'a pas retrouvé la market cap record qu'il avait atteint à un moment. Là aussi, 3 000 milliards, pas toutes être gagnantes. Hein. Enfin, non. Là, on est bien d'accord. Hein. Enfin... On s'arrêtera là pour ce soir, messieurs, en tout cas. Merci beaucoup d'avoir été les invités de Planète Marché. Éric Turgeman, co-directeur de la gestion collective chez Ophi Invest Asset Management, Gilles Bazicia, président d'Equity GPS, et Marc Riez, le directeur général de Vega IM. Notre dernier quart d'heure, chaque soir, dans Smart Bourse, c'est le quart d'heure thématique. Le thème ce soir nous fait sortir un petit peu des marchés cotés pour nous intéresser au segment de la tech non cotée et ses derniers développements sur le plan industriel notamment. On en parle avec Alice Albizati, qui est cofondatrice de Revalia. Bonsoir Alice. Bonsoir les gars. Merci beaucoup d'être avec nous. Quand je disais la dimension industrielle qui m'intéresse sur la tech non cotée, c'est de faire un peu le point sur les levées de fonds, notamment dans ce segment de marché. C'est votre univers d'expertise et d'investissement, bien sûr, chez Revalia, Alice, et de voir un peu comment la France et l'Europe se positionnent aujourd'hui. Quand on prend encore une fois la dimension des levées de fonds, est-ce qu'il y a l'idée quand même que la France et l'Europe rattrapent un peu de leur retard par rapport à d'autres zones très dynamiques comme l'Asie et la zone anglo-saxonne? Oui, en effet, nous on observe des dynamiques intéressantes en termes d'investissement dans le secteur de la technologie au niveau mondial et en particulier en France et en Europe. Et on considère que 2023, ça a été une année de normalisation et c'est en train de se poursuivre en 2024 avec, comme dans tous les secteurs, il y a eu une contraction des montants investis au niveau mondial dans les sociétés technologiques en 2023 suite à des années records qui ont été les années post-Covid, donc les années 2021-2022. Néanmoins, dans cette contraction, si on prend un peu de recul, on observe que 2023, ça a été la 3e année la plus importante en termes de capitaux investis dans les entreprises technologiques au niveau mondial. Donc, c'est des tendances qui sont positives. Et quand on rentre à l'intérieur des différentes géographies, ce qu'on observe, c'est que l'Europe, c'est la seule géographie qui est en croissance. Donc, ça a été 10% de croissance des capitaux investis dans ce secteur-là, différent de ce qui se passe aux États-Unis et en Chine. Et donc, si la tendance se poursuit, l'Europe est en train de rattraper son retard par rapport aux États-Unis et à la Chine et est en passe de devenir la 2e géographie la plus attractive en termes de capitaux investis. Qu'est-ce que ça signifie pour nous ? Ça signifie que les sociétés technologiques
européennes qui sont bien gérées et bien positionnées sur des secteurs porteurs sont capables de construire des positions de leadership mondial parce que bien financées. Et au sein de l'Europe, vous posiez la question de la France. La France, c'est un des 3 pays les plus attractifs, donc avec le Royaume-Uni, l'Allemagne, la zone d'art et la France. Donc ces 3 régions, ça cumule à peu près 70% des investissements dans les sociétés technologiques au niveau européen. Et la France est en train de rattraper également son retard par rapport au sein de cette zone-là. D'accord, j'entends. Avec des ratios, par le passé, on était sur du 1 pour 2 entre France et Royaume-Uni, et maintenant on est en train d'être sur du 1 pour 1,5. Donc un pays qui est attractif. Le fait que l'Europe ait été en croissance positive en termes de levée de fonds pour la tech non cotée en 2023 par rapport à l'Asie et les États-Unis, pour dire simplement les choses, est-ce que ça veut dire aussi que dans ces grandes zones, Asie et États-Unis, les investisseurs sont déjà au max de ce qu'ils peuvent investir, ou en tout cas de ce qu'ils pouvaient investir en 2023 dans ce segment de marché notamment? Oui, c'est une bonne question. Je pense que ça veut dire qu'on a eu des années records, 2021, 2022, et qu'il faut un peu de temps pour pouvoir absorber. J'entends. Voilà. Ouais. Je pense digérer. Voilà. La tendance de fond, elle est toujours là, parce que la tendance de fond, c'est accompagner la digitalisation de nos sociétés, résoudre les grands enjeux qui sont des enjeux de création d'emplois, des enjeux de souveraineté. Donc, on va adresser des secteurs comme celui de la cybersécurité. On va aider les sociétés à devenir plus efficaces, plus productive, on va adresser les enjeux de climat, mais il y a un moment où il faut absorber. Il faut également continuer à avoir des sorties et des retours importants, parce qu'on est toujours sur un bilan, une balance. Rotation du capital, voilà. C'est quand même le mécanisme majeur du non-coté. Il faut que le capital tourne. Exactement. Et en fait, ce qui se passe dans le non-coté, c'est également le reflet de ce qui se passe sur les marchés cotés, avec quelques mois de décalage. Et donc, on a vu que là, la croissance, elle est repartie fortement sur les marchés cotés pour les sociétés technologiques, notamment les très grosses sociétés technologiques. Et ça se reflète également dans le non-coté, mais avec un petit décalage. Sur l'idée du rattrapage de la France et de l'Europe, sur quelle tendance forte est-ce que ce rattrapage se construit, Alice? Alors, il y a peut-être 2 secteurs qui vont être les secteurs un peu prioritaires ou qui vont marquer le plus l'appétit, l'intérêt des investisseurs. C'est bien évidemment l'intelligence artificielle générative, et le deuxième secteur, ça va être celui du secteur du climat, ou les sociétés qui permettent d'adresser les enjeux climatiques. Et donc, au sein de ces secteurs, si on commence par celui de l'intelligence artificielle générative, c'est un secteur qui a quadruplé de taille en termes de montant investi en 2023. Donc ça, c'est une disruption technologique qui permet d'afficher beaucoup de promesses en termes d'application de nouveaux cas d'usage dans beaucoup d'industries, qui attire des capitaux massifs sur soit la partie business, les fondements, les fondations, les modèles, soit sur des cas applicatifs très simples. Et là, en France, on a une quarantaine de sociétés qui ont levé pour un montant cumulé de plus de 1 milliard d'euros. On pense bien évidemment à Mistral.ai, qui a beaucoup parlé d'elle, mais il y a également d'autres sociétés comme Hugging Face, comme Photoroom, qui ont su attirer cet appétit. Mais c'est un rythme dont on n'a pas à rougir. Exactement, avec des talents qui sont extrêmement pointus, des experts au niveau mondial, qui viennent de nos universités, qui viennent de notre écosystème français. Donc ça, c'est très intéressant. Le deuxième secteur, c'est celui du climat, qui est notamment très aidé par des politiques gouvernementales, par des subventions gouvernementales. Et là, on a des sociétés qui ont levé des centaines de millions, voire des milliards d'euros. Par exemple, Verkor, dans le domaine des gigafactories de batteries à bas carbone, l'an dernier, a réussi à lever 2 milliards d'euros. C'est une partie en equity, ça c'était une série C de 850 millions d'euros, donc c'est vraiment des choses significatives, mais également beaucoup de subventions publiques, d'accompagnement de la Banque européenne d'investissement, d'accompagnement au niveau français également sur des plans France 2030. Donc ça, c'est un écosystème qui est en train de se construire autour de thématiques du batterie,
et des thématiques du transport et qui permettent à la France, à l'Europe, d'acquérir une souveraineté et de la compétitivité au niveau international. Si les investisseurs ont continué de mettre des fonds dans la tech non cotés en Europe et en France en 2023, est-ce que ça veut dire aussi, Alice, qu'ils ont confiance dans la capacité de sortie de ces entreprises de portefeuille? Oui, bien sûr. Alors, forcément, on en parlait plus tôt, qu'est-ce qui avait bloqué? La sortie, la liquidité, c'est une question clé. Et là, je pense que sur les sorties, ce qui est intéressant de voir, c'est que les sorties, elles sont en train de se transformer également. Donc, par le passé, dans les années 2000, la majeure partie des sorties dans le secteur technologique, c'était principalement des rachats par des acquéreurs stratégiques. Donc ça, c'était les 3/4 des sorties. D'accord. Et il y avait aussi une vingtaine de pourcents qui étaient des introductions en bourse. Vingtaine de pourcents en termes de nombre de sorties. En termes de montant, c'était bien sûr des plus important, très les plus grosses. D'accord. Une nouvelle tendance qui est en train d'arriver. Donc ces sorties, elles existent toujours. Il y a toujours du M&A. On pense par exemple à Linax, une société d'infrastructure IT allemande qui s'est fait racheter par SAP l'an dernier pour plus d'1 milliard d'euros. Donc c'est intéressant. Néanmoins, ce qu'on observe aussi, c'est qu'il y a de plus en plus de fonds de private equity, des fonds de buy-out, qui s'intéressent aux sociétés technologiques parce qu'ils vont chercher la croissance, la résilience, la capacité à être rentable avec beaucoup de visibilité et la pérennité des modèles. Et là, les fonds de private equity, dans les années 2000, c'était à peu moins de 10% des sorties. Dans les années 2020, c'est plus de 25% des sorties qui se font via des fonds de private equity. Ça, nous, on pense que c'est une tendance qui est amenée à durer parce que les fonds de private equity ont levé des fonds de taille significative. Ils ont la surface pour permettre à ces boîtes de sortir des fonds de VC, oui. Et c'est aussi bien des fonds de private equity généralistes que des fonds de private equity qui vont avoir des thématiques spécifiques autour de la technologie. Et donc, pour 50% de ces sorties, ça va être des sociétés de logiciels, principalement du logiciel SaaS, B2B. Donc récurrence, etc. Voilà. Et ça, c'est une brique de sortie qui est amenée à être pérenne, vous dites, dans la taille qu'elle représente aujourd'hui. Qui est amenée à durer, à grossir. Il faut trouver le bon équilibre. Et donc, nous, en tant que fonds d'investissement growth non coté, un de nos rôles, c'est accompagner les sociétés et accompagner nos entrepreneurs à préparer ces trajectoires de sortie. Qu'est-ce que ça veut dire en termes de connexion à l'écosystème, en termes de préparation des sociétés par rapport aux attentes des investisseurs des fonds de private equity? Tout ça, c'est parce que la bourse suffit plus ou fonctionne moins bien? C'est le débat. C'est un gros débat, c'est un débat important. Est-ce qu'il y a eu beaucoup d'introductions en bourse de sociétés technologiques sur les 12 derniers mois? Non. On connaît tous la réponse. Et donc, à partir de ce moment-là, il faut trouver des substitutions. Il faut trouver des solutions, des substituts et des pistes intéressantes. Un mot du M&A, on en avait déjà parlé la dernière fois, vous disiez que le M&A était très dynamique, c'était quand même un des signes justement que ces marchés étaient plus que jamais vivants. C'est aussi même intégré complètement dans vos stratégies chez Revalia. Oui, exactement. Nous, dans ce contexte 2023, on a eu des multiples contractions de valorisation. Nous, on pense que de renforcer les positions de leadership de nos sociétés en portefeuille, c'est quelque chose qui est clé. C'est bénéficier d'entreprises qui ont une position de leadership déjà établie, avec un bilan solide. Et donc, nous, on va aller accompagner, encourager nos sociétés à accomplir ces trajectoires de croissance externes qui viennent s'ajouter à la croissance organique. C'est quoi une opération? Parce qu'on n'a plus beaucoup de temps, mais une opération dont vous êtes fiers justement chez Revalia. Alors, on a par exemple une de nos sociétés néerlandaises qui s'appelle Muse, qui est devenue une licorne récemment, qui a annoncé une levée de 110 millions de dollars, qui est une société qui propose un logiciel d'automatisation dans le secteur de l'hôtellerie, de gestion. Ouais. Et cette société a déjà accompli 8 opérations de M&A, notamment pour accélérer son expansion internationale. Cette année, Muse a annoncé avoir racheté une société américaine qui s'appelle Frontdesk Anywhere. Elle avait déjà racheté d'autres sociétés en Amérique du Nord, aux États-Unis. Et ça, c'est très intéressant de pouvoir s'assurer que la société va racheter d'autres concurrents, accélérer son développement produit, son développement international par ce biais-là.
C'est un vrai savoir-faire aussi stratégique pour ces entreprises que vous accompagnez. Exactement. Et donc les sociétés plus établies, elles ont bien évidemment une équipe de corporate development qui est dédiée à ce rachat. Donc selon la maturité de la société, la trajectoire de sortie M&A, elle est différente. Mais c'est bien évidemment un sujet que nous, on pousse au board avec un playbook de M&A. Merci beaucoup Alice, merci de venir nous éclairer sur ces enjeux autour de cet univers de la tech non cotée. C'est votre domaine d'expertise, votre univers d'investissement bien sûr chez Revalia. Vous en êtes la cofondatrice. Alice Albizati était l'invitée du quart d'heure thématique de Smart Bourse ce soir sur Bismart.